Dimanche 15 octobre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du JT des JT. À la une de ce journal, l'ex-président de la République Thomas Boniayi vient d'être élu nouveau président du parti d'opposition Les Démocrates. Après plusieurs heures de tractation, Boniayi prend les rênes de la plus grande formation politique d'opposition au Bénin. Plus de détails dans cette édition. La ville de Cotonou a accueilli du 11 au 14 octobre 2023 le 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones AIMF. L'objectif de cette rencontre est de porter plus haut et fort l'ambition pour une coopération décentralisée construite sur de nouvelles bases. En marge de la tenue de ce congrès, 2 signatures de conventions sont intervenues entre les communes du Bénin et les conseils régionaux de Djibouti. On fait le point dans ce journal. Le Bénin vient de se hisser sur le toit de l'Afrique pour la transparence de ses dépenses fiscales. Au plan mondial, le Bénin est classé en 8e position dans le classement publié par l'Institut allemand pour le développement et la durabilité. Quel est l'essentiel à retenir de cette performance du Bénin sur l'échiquier fiscal mondial? Élément de réponse dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Pakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. L'ex-président Dr Thomas Boniayi vient d'être élu nouveau président du parti d'opposition Les Démocrates. Après plusieurs heures de tractation, Boniayi prend les rênes de la plus grande formation politique d'opposition au Bénin. Selon une source concordante, il est secondé par Éric Rondeté, président sortant comme premier vice-président, et de Nourenou Achadé. La ville de Cotonou a accueilli du 11 au 14 octobre 2023 le 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones AIMF. D'importants sujets devant marquer la nouvelle orientation de l'institution sont inscrits. L'objectif de cette rencontre est de porter plus haut et fort l'ambition pour une coopération décentralisée construite sur de nouvelles bases. Les 325 chefs de collectivités locales venant de 54 pays ont abordé, entre autres, l'épineuse question de la diplomatie des villes dans un monde qui fait face à des crises. Reportage ESAE TV. Les dialogues sous-régionaux comme instrument de co-développement de la diplomatie des villes, c'est le thème de ce 43e congrès annuel de l'Association internationale des maires francophones AIMF. Au cours de ces assises, les 325 chefs des collectivités territoriales vont renforcer leurs ambitions pour une coopération décentralisée construite sur de nouvelles bases. En effet, depuis Cotonou, capitale du monde francophone municipal, en ce mois d'octobre, je lance un appel à toutes les organisations interétatiques et multilatérales afin que progressivement elles puissent accorder une place aux collectivités territoriales et surtout aux villes et aux métropoles qui abritent la majorité des citoyens de la planète.
Je reste donc persuadé que notre monde se porterait davantage mieux si les autorités locales avaient une place autour des tables de négociation et de prise de décision qui engagent la planète tout entière. La IMF entend participer au développement des villes à travers des actions concrètes. Il s'agit de faire de cette coopération un véritable levier d'action pour les villes. Cet engagement s'est traduit par l'appui à des réseaux sous-régionaux des collectivités locales qui ont aujourd'hui une réalité juridique. C'est le cas pour la plateforme des autorités locales des Pays du Grand Lac, de l'Association des villes et communes de l'océan Indien et de l'Association des villes et collectivités d'Afrique centrale. Mais cet appui s'est traduit également par une animation plus informelle, des échanges entre villes de la même région. C'est le cas de la zone d'Asie du Sud-Est, du Maghreb, du Grand Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. 2 tables rondes sont prévues ce jour afin d'amener les participants à échanger autour des questions liées aux dynamiques régionales et la crise au Sahel. Le congrès se poursuit jusqu'au 14 octobre 2023. À présent, je vous invite à suivre les impressions des premiers participants à ce congrès. Suivons ensemble. Les impressions sont bonnes au niveau de l'aéroport. L'accueil est chaleureux, cordial, fraternel, amical. Et nous pensons que ce sera de même pour la suite. Chaque fois que nous nous retrouvons, nous échangeons sur des thèmes précis. Il y a un thème principal qui a été retenu et il y a des thèmes subsidiaires sur lesquels nous allons échanger et puis voir comment évoluer dans le sens de la coopération, dans le sens de la solidarité entre les villes. Mais écoutez, on est arrivé hier soir, on a été très bien accueillis par un collaborateur du maire de Cotonou que j'avais rencontré quand il était venu à Marseille en délégation, qui nous a accueillis et qui nous a amenés dans ce superbe hôtel où on a pu commencer déjà à rencontrer d'autres collègues de la IMF qui sont également ici. Et l'impression, écoutez, ce matin on est allé faire un déplacement à rencontrer les collègues de l'IRD. Écoutez, on peut dire qu'on retrouve la chaleur africaine aussi bien dans les relations humaines que dans l'environnement. La raison principale, c'est déjà qu'il y a l'Assemblée générale de l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones, dans laquelle je représente la ville de Marseille. Donc on vient pour cette Assemblée générale et on profite, vu que l'Assemblée générale est jeudi, de venir rencontrer d'autres collègues, puisque une délégation de Cotonou est venue à Marseille et voudrait qu'il y ait des accords de coopération entre Marseille et Cotonou. Donc c'est pour travailler un petit peu le lien avec la population locale, voir comment on pourrait collaborer Marseille et Cotonou. En marge de la tenue du 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones au Bénin, 2 signatures de convention sont intervenues entre la commune du Bénin et les conseils régionaux de Djibouti. La signature du parapheur entre les présidents de l'ANCB, de l'ANRB est intervenue ce mercredi au siège de l'ANCB. Le compte-rendu de la télévision nationale. Le mariage est désormais effectif entre les communes du Bénin et les conseils régionaux de Djibouti. Des poignées de main qui témoignent que la coopération décentralisée est en marche entre les 2 pays. Nous avons eu le temps de nous côtoyer et je crois que nous avons raison de signer aujourd'hui ce document qui donne un nouveau point de départ à nos relations. Notre collaboration ne va que continuer et progresser dans l'avenir. Et nous comptons sincèrement sur M. Atropo, sur l'association qu'il préside, pour qu'ils nous apportent leur savoir-faire. À peine ces liens scellés que déjà un tout premier partenariat se concrétise entre la commune de Kouandé et le conseil régional de Sabiè. C'est une signature qui concerne les échanges de compétences. Nous avons tout à l'heure signé cet accord de partenariat qui vise d'abord à promouvoir la démocratie à la base et également à partager les expériences spécifiques et les compétences techniques spécifiques à chaque commune. Je crois que notre collaboration va se poursuivre et ça va se fructifier.
une série de signatures d'accords de partenariat qui a été possible grâce à l'accompagnement technique de Pierre Bailly, grand ami de l'Afrique. Je l'annonce au sommaire de cette édition, le Bénin vient de se hisser sur le toit de l'Afrique pour la transparence de ses dépenses fiscales. C'est ce qui ressort du classement publié par l'Institut allemand pour le développement et la durabilité IDOS conjointement avec le Conseil des politiques économiques. Au plan mondial, le Bénin est classé en 8e position derrière les États-Unis avec la Corée du Sud qui vient en tête suivie du Canada. Quel est l'essentiel à retenir de cette performance du Bénin sur l'échiquier fiscal mondial? Élément de réponse dans ce reportage signé l'ORTB. C'est un bond de géant que le Bénin vient de réaliser sur l'échiquier fiscal mondial. Le pays s'est hissé dans le top 10 des meilleurs pays au monde en matière de transparence des dépenses fiscales et est classé premier devant les 55 pays que compte le continent africain. L'information a été révélée par le Conseil sur les politiques économiques et l'Institut allemand pour le développement et la durabilité qui se sont référés à l'indice mondial de transparence des dépenses fiscales. Ce score obtenu par le Bénin est le résultat d'un long processus qui a commencé depuis plusieurs années et qui s'est accentué ces dernières années et qui nous hisse vraiment à ce niveau. Et nous devons en être fiers. Au regard de la qualité des données fournies par le Bénin, nous avons pu occuper cette place. Première évaluation comparative des rapports sur les dépenses fiscales, cette étude couvre l'ensemble des pays du monde. La contribution fiscale est nécessaire pour le développement de tous les États. Et cet événement de classement de notre pays par rapport à la transparence qui est assurée au niveau des dépenses fiscales est un indicateur de redevabilité et de transparence, d'équité au niveau social. Ça veut dire que ce que nous faisons ici au Bénin est reconnu au plan mondial. L'État fait des efforts pour renoncer à certains prélèvements pour assurer un équilibre social. D'après les deux institutions, les pays sont évalués sur la base de 5 critères. Ce sont la disponibilité des rapports sur les dépenses fiscales, un cadre institutionnel qui garantit la transparence et la responsabilité, les informations générales sur l'étendue des rapports et la méthodologie utilisée, des informations détaillées sur les entreprises cibles et des informations sur les recettes perdues et les évaluations. Le Bénin s'illustre de fort belle manière avec des notes cumulées évaluées à 66,3 sur 100. La gouvernance mise en place a intéressé donc les évaluateurs et ensuite les études d'impact. La Corée du Sud vient en tête à l'issue du classement, suivi du Canada et de la France, classés 5e. Le Bénin, 8e au terme de cette évaluation au plan mondial, juste après les États-Unis et l'Italie, fait figure de bon élève. En plus d'être dans le top 10 des pays du monde, le Bénin vient en première position sur l'échiquier fiscal à l'échelle africaine. La Société béninoise de médecine physique et de la réadaptation en partenariat avec Handicap International, Humanité et Inclusion ont célébré la Journée mondiale du handicap. La commémoration de cette journée a été marquée par un colloque organisé ce lundi 9 octobre 2023 à Cotonou. Occasion pour les organisateurs de mener des réflexions pour favoriser l'intégration de l'accès social à la vie économique et politique des personnes handicapées. Le détail dans ce reportage signé Canatra Bénin. Le handicap ne constitue pas en lui-même un problème. Ce sont les différentes barrières auxquelles sont confrontées ces personnes qui constituent le handicap, dit Nassirou Domingo, président de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin, pour trouver une réponse à ces obstacles afin de favoriser l'intégration et l'accès à la vie sociale, économique et politique de ces personnes. Handicap Bénin et ses partenaires se donnent rendez-vous pour réfléchir à leur cause. Cette rencontre participative est l'occasion de partager nos connaissances et expériences afin de trouver des solutions concrètes pour améliorer l'accessibilité aux soins de réadaptation pour les personnes handicapées. Ces pistes de solutions
qui seront issus de ce colloque seront comme des défis pour tous. Au nom de toutes les personnes handicapées du Bénin, je tiens à témoigner mes sincères gratitudes à Handicap International qui œuvre inlassablement depuis plus de 2 décennies pour l'épanouissement des personnes handicapées au Bénin à travers plusieurs projets. Comme à chaque année, il est nécessaire pour ces organisateurs et participants de se retrouver autour d'une table pour faire l'état des lieux de la situation des personnes handicapées au Bénin. Cette année, les assises donnent lieu à des réflexions sur l'accès aux soins de réadaptation au Bénin. Le thème du présent colloque entre bien dans les préoccupations de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS recommande au gouvernement d'élaborer des modèles complets de prestation de services, de former du personnel multidisciplinaire, solide, d'étendre les mécanismes de financement et d'améliorer les systèmes d'information sanitaire. Le tout dans le but de répondre à la demande croissante de services de réadaptation. On oublie souvent les personnes qui sont en situation de handicap. Et c'est pour ça que c'est important, ce colloque, car il va nous permettre tous de réfléchir sur comment nous devons, les uns et les autres, partout où nous sommes, faire en sorte de ne pas laisser les personnes en situation de handicap sur le quai, mais plutôt les inclure et les mettre avec nous dans le train. Pour mener à bien les travaux de l'édition 2023 de la Journée mondiale du handicap, les spécialistes de la santé ont été sollicités pour conduire les réflexions. À leur côté, pour pousser plus loin les échanges, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et l'autorité de régulation du secteur de la santé. Après la démission de l'ex-ministre des Sports Oswald Romeki, une cérémonie de passation de service s'est déroulée dans la même journée entre lui et le ministre de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi, qui a assuré la fonction en intérim. Quelques jours après, le gouvernement a nommé Benoît Dato comme nouveau ministre des Sports au Bénin. La démission d'Oswald Romeki du gouvernement n'a pas laissé indifférent la population béninoise. Interrogés à ce sujet, quelques citoyens se sont prononcés, des propos recueillis par ESAE TV. J'applaudis, pourquoi je m'explique. Moi, je pensais que dans ce pays, les Béninois n'avaient pas l'esprit de démission ou bien la notion de démission. Mais pour la première fois, j'ai vu Djogbenou démissionner en plein essor de sa mission. Et secondo, je vois Romeki qui démissionne. C'est une démission, on peut dire, un peu inattendue. C'est pourquoi il était parmi les successeurs du chef d'État. J'ai dit parmi les dauphins. On le citait parmi les dauphins. Mais tout récemment, vu qu'on citait parmi les dauphins, lui-même, il semble soutenir le candidat Olivier Bouko. Bon, je ne sais pas si c'est ça qui a précipité sa démission. Selon moi, il a mis du temps pour le faire, mais néanmoins il a fait. Monsieur Omeki, ancien ministre du Sport, a tout fait pendant 7 ans. Personnellement, ce n'est pas un événement. Ce n'est pas un événement parce que depuis le jour où tu es nommé, tu dois préparer en même temps ton départ, pas toutes les voies et moyens. Le ministre Omeki a fait 7 ans au gouvernement. Il a été imbu de tout son rang de ministre des Sports, de la Jeunesse, Culture, Tourisme. Après, on l'a déchargé un peu. Ensuite, il fut porte-parole. S'il a été au gouvernement tout ce temps, c'est qu'il a mérité la confiance du chef. Peut-être qu'il visionne 2026. Peut-être que lui-même, il veut devenir candidat, ou bien il veut supporter un candidat, et avec le chef de l'État, il n'aura plus la liberté de supporter qui il veut, ou bien lui-même, il veut être candidat. Si c'est ça, il n'a qu'à nous le dire et on saura comment l'accompagner. 2026 se prépare déjà. Vous savez,
de toutes les manières, il va choisir son camp. Mais comme quand il a démissionné du gouvernement, il n'a pas démissionné de son parti politique, il y aura encore la cohérence du groupe. À moins qu'il se désolidarise du groupe pour dire, bon, moi, le parti soutient tel, moi, je soutiens tel. Donc, c'est aussi une stratégie. Et là, vous savez, ça va payer pour lui. Je pense que le président, il a la tête sur les épaules. Il sait à qui il a fait confiance. Si quelqu'un décide de ne plus continuer, si c'est pour les raisons de convenance personnelle, il y a multiples formules pour lesquelles on décide de ne plus faire partie d'un membre. C'est vrai que c'est inédit. Le langage de démission n'était pas un vocable connu des Béninois. On s'attendait au limogeage, on s'attendait au remaniement. Bon, peut-être que c'est aussi sensationnel, que pouvons-nous dire. Et on ne dira pas que tout est rose, mais on ne dira pas que l'homme aussi n'a pas fait ce qu'il a pu. Les ministres de l'énergie de l'espace CEDEAO ont tenu cette semaine à Cotonou la 15e réunion de la mise en place du marché régional de l'électricité de la CEDEAO. La dite réunion a abouti à l'adoption de tests décisifs. Les grands axes sont évoqués ici par le secrétaire d'État à l'énergie et le président de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité de la CEDEAO. Le compte-rendu de l'URTB. L'intérêt d'avoir une intégration régionale en matière d'énergie, c'est justement de partager les différentes ressources qui existent dans la sous-région, de pouvoir les ressortir, mais de mettre en commun l'ensemble des ressources à travers la construction d'infrastructures électriques, à travers le partage de l'ensemble de ces ressources pour que les populations de cette région puissent en bénéficier. Mais pouvoir le faire demande à ce qu'il y ait une organisation. Cette organisation passe également par ce qu'on appelle la régulation et la mise en place d'un marché de l'électricité. Donc le marché de l'électricité, c'est un ensemble de règles qui permettent à chaque État de se sentir à l'aise, ou aux investisseurs ou aux partenaires privés de se sentir à l'aise dans un marché où ils viennent apporter un produit à vendre et un autre à acheter. Cette séance, qui a duré toute la journée, débouche sur un accord de l'ensemble des participants sur les 3 textes principaux que nous devions adopter. Ces textes l'ont été, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'ils conditionnent le démarrage du marché de l'électricité, mais aussi des discussions qui ont permis d'ouvrir de nouveaux sujets très intéressants sur lesquels nous allons travailler dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc le travail en commun continue. L'audience solennelle consacrée à la rentrée judiciaire 2023-2024 a été ponctuée par un questionnement. Quel leadership pour une gestion efficiente de nos juridictions? À la cérémonie d'ouverture, le ministre de la Justice, Yvon Dechenou, entouré des présidents d'institutions et des acteurs du monde judiciaire, ont fait le bilan de l'année écoulée et font des projections pour la nouvelle rentrée judiciaire qui démarre. Une équipe de la rédaction de l'URTB y était. Voici leur récit. C'est une tradition pour la famille judiciaire. La rentrée solennelle est une occasion de faire le bilan de l'année écoulée et de faire des projections pour la nouvelle qui démarre. Pour le compte de l'année judiciaire 2022-2023, la Cour d'appel de Cotonou a rendu 1930 arrêts. Au cœur de cette édition, le leadership pour une gestion efficiente des juridictions. Une justice de qualité ne se résume en effet pas qu'au prononcé d'une décision motivée par les faits et fondée en droit. Elle est également le résultat de procédures et processus qui doivent permettre à l'ensemble de ces acteurs de bénéficier d'un service public permanent, équitable, performant et efficient. La bonne organisation dans le domaine judiciaire est primordiale. C'est donc dire qu'il est impérieux pour le leader judiciaire de se doter d'un organigramme inscrit dans une stratégie résolument orientée vers un résultat. Le dirigeant actuel au niveau des juridictions doit être conscient qu'il doit pouvoir travailler avec ses collaborateurs et mettre en œuvre des stratégies et intégrer les récriminations, les critiques qu'ils font
pour pouvoir atteindre de résultats meilleurs. Cette rentrée judiciaire 2023-2024 se tient dans la fièvre du colloque sur la modernisation du secteur judiciaire, une année de défis pour redorer le blason de la justice. Le management judiciaire se rapproche ici du leadership et vise une meilleure qualité, efficacité et efficience du système judiciaire. La justice ne doit plus être considérée comme un service à rendre, mais un devoir qui s'impose. Cette audience solennelle consacre ainsi le démarrage des activités dans les tribunaux de première instance du ressort territorial de la Cour d'appel de Cotonou. Qu'est-ce que la politique agricole de l'UEMOA a changé en 20 ans d'application pour les pays membres? C'est le sujet de réflexion au colloque international organisé par l'UEMOA à Ouagadougou. Au menu des échanges, les grandes tendances, évolution de l'agriculture dans l'espace ouest africain et de nouvelles impulsions. Que retenir concrètement de ce colloque sur la politique agricole de l'UEMOA? Élément de réponse dans ce reportage signé ORTB. C'est en 2001 que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine adoptent pour la première fois la politique agricole de l'Union qui couvre l'ensemble des activités de l'agriculture, de la foresterie, de l'élevage et de la pêche. Et en le faisant, les chefs d'État avaient déjà conscience de la place stratégique du secteur agricole dans les économies de chacun des États membres. 2 bonnes décennies sont passées. Quels sont les acquis? Quels sont les grands enseignements? Tout cela s'analyse ici à Ouagadougou pour une bonne relance ou alors un nouveau départ. La nouvelle philosophie que nous voudrions voir mise en œuvre dans le cadre de ce colloque, c'est au fond comment arriver à définir ce qu'on pourrait caractériser d'autonomie stratégique pour l'espace UEMOA en matière d'agriculture. Il n'est pas normal qu'une économie agricole qui contribue à 40% ou 50% du PIB n'est au niveau budgétaire en termes d'allocation de ressources que 3 ou 4% du budget. Si cela continue ainsi, nous allons créer des tensions qui seront très difficiles à résorber. La sécurité nationale ne peut pas être obtenue si on n'a pas une sécurité alimentaire. Dans un contexte marqué par l'émergence de nouveaux enjeux plus existentiels, l'analyse actualisée du secteur révèle une situation complexifiée avec des défis réitérés à relever. Nous comptons relever ces défis dans une dynamique régionale et j'avoue que le présent colloque vient à point nommé. L'efficacité et la pertinence des politiques publiques mises en œuvre jusqu'alors sont ici questionnées afin de se projeter sur les plus adaptés à même de porter le secteur au niveau souhaité. Il est surtout question d'assurer les besoins alimentaires des populations de l'Union qui seront majoritairement urbaines d'ici 2050. 4 mesures clés ont été prises en Conseil des ministres cette semaine, entre autres à suivre avec le porte-parole du gouvernement, et bien la déclaration d'utilité publique des propriétés situées dans le périmètre du projet de route des pêches. Suivez plutôt. Les travaux du Conseil des ministres se sont déroulés ce mercredi 11 octobre 2023 sous la conduite de M. Patrice Talon, président de la République. Ils ont débouché sur les décisions que voici. Au chapitre des mesures normatives, déclaration d'utilité publique des propriétés privées situées dans le périmètre du projet d'aménagement et de bitumage de la route des pêches phase 2, tronçon Adunko, porte du nord-retour, y compris ses bretelles A et C, Adunko Kukukoji et porte du nord-retour Djonji, puis paiement des indemnités dues aux personnes affectées par les travaux. Les travaux de construction de cette infrastructure routière se déroulent conformément au chronogramme établi. Mais il se fait que les limites des voies frappent de servitude de reculement plusieurs domaines, bâtiments et sites de toute nature. C'est ainsi que 728 personnes affectées ont été recensées avec divers biens, dont 271 habitations, du foncier non bâti, des plantes à valeur économique, des périmètres de culture, de même que des patrimoines culturels. Pour ne pas retarder la poursuite diligente du chantier, il y a lieu de procéder à la libération des emprises. À cet effet,
Le Conseil a adopté le décret portant déclaration d'utilité publique des aires concernées. En conséquence, il a été autorisé l'indemnisation des personnes impactées par le projet, conformément au texte en vigueur. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère des Affaires étrangères, puis transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la constitution de la Commission africaine de l'aviation civile, adoptée à Dakar le 16 décembre 2019, et de l'instrument d'amendement de l'article 10.4 de la Constitution de la Commission africaine de l'aviation civile de 2009. Au titre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à la 6e édition de la Semaine africaine de la microfinance du 16 au 29 octobre 2023 à Lomé, au Togo, l'organisation du 12 au 14 octobre 2023 du 2e congrès des soins palliatifs et de la 3e journée mondiale des soins palliatifs, ainsi que la tenue au Bénin du 29 octobre au 2 novembre 2023 des réunions statutaires 2023 de l'Organisation des producteurs de pétrole africains. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a procédé également à des nominations au ministère de la Justice et de la Législation, suivant à nouveau le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léon Ngbeji. Au chapitre des mesures individuelles, au ministère de la Justice et de la Législation, sur proposition du Conseil d'administration et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, M. Florent Régnier-Yansomon est nommé directeur général de l'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis. Après le Conseil des ministres du mercredi 11 octobre dernier, le chef de l'État Patrice Talon a prodigué de sages conseils aux membres de son gouvernement. S'arrêter au feu tricolore lorsque le feu est au rouge, s'interdit de rouler en sens interdit en période de congestion, éviter d'utiliser de façon abusive les gyrophares sont autant de recommandations faites par le président Patrice Talon. Quelques citoyens béninois saluent cet acte du chef de l'État, des propos recueillis par ESAE TV. Je vais remercier d'abord le chef de l'État et pour lui dire que lui fait l'effort, mais ses collaborateurs ne veulent pas faire l'effort. Au temps passé, si un ministre veut passer, tout le monde reste debout. On sait qu'un ministre vient de passer. Et ça perturbe aussi la circulation. Mais actuellement, maintenant, tout est calme. Un ministre peut te dépasser tout simplement. Là, c'est bon. C'est bon pour notre sécurité aussi. J'ai aimé ça. C'est une bonne idée. C'est une bonne décision. Il faut que chacun respecte la loi. Et tout citoyen béninois doit respecter la loi. Donc ça va permettre aux autres de mieux se sentir aussi. C'est très bien, cette loi existait. Gyrophare. N'importe qui ne doit pas utiliser gyrophare. Et puis bon, seule la police, les sapeurs-pompiers, et c'est-à-dire les véhicules, quand je dis sapeurs-pompiers, les ambulances, voilà ceux-là. Mais la police doit être devant. Mais en dehors de tout ça, là, je ne vois pas. À moins que, je dis bien à moins que le ministre soit envoyé en urgence à une mission urgente. Là, la police va l'aider à aller. Les policiers sont bouleversés des fois et cela crée d'accidents. Ça perturbe la circulation. Parce que si c'est l'ambulance, on est d'accord. Si c'est avec les sapeurs-pompiers, on est d'accord. Mais avec les gyrophares, des DG ou bien des ministres... L'interdiction des gyrophares, pour moi, en quoi ça gêne? Ça ne gêne en rien. Mais mon cas essentiel est que je me demande si, dans des cas urgents, si ces gyrophares ne sont pas essentiels, si de respecter le code de la route, pour moi c'est très très bon pour tout homme, puisque nous sommes tous citoyens dans la vie. Mais au cas où ils seront en mission, où il y aura une mission, oui, là ils peuvent se dépercher, on ne refuse pas. Mais ce ne soit pas tous les jours. Un ministre de la République
il y aura une urgence. Il va toujours faire usage de ça. Surtout quand je prends les ministres de l'Intérieur, de la Défense. Les deux là, vous voyez, c'est eux qui sont chargés de la sécurité. On parle de... Il y a toujours des dérogations. Scott présidentiel, les forces de sécurité et de défense. Qui sont ceux qui... comment ça? C'est les ministres de l'Intérieur et de la Défense. Est-ce que vous voyez? Donc tout ça là, bon, c'est vrai que ça va freiner l'anarchie. Ça ne serait pas l'anarchie. La 4e campagne du consommer local ouverte le 4 octobre dernier soutient la valorisation des ressources nationales par la transformation locale. Le Bénin, à cet égard, est un vivier insoupçonné de ressources à valeur ajoutée potentielle. À cet effet, je vous invite à aller à la découverte de quelques entrepreneurs dans le dossier économique réalisé par l'ERTB. Quand on entre dans cette unité de production située en plein cœur de Cotonou, il y a une inscription qui capte l'attention, le Made in Benin, un label que promeut cette entreprise de fabrication de produits d'entretien du corps et du cadre de vie. Et c'est avec beaucoup de fierté que la responsable des lieux nous en parle. Pour fabriquer ces produits, nous avons décidé de revisiter les pratiques ancestrales de saponification et de privilégier l'utilisation des matériaux locaux, tels que le sel, tels que la cendre, tels que le bissap ou la citronnelle, afin de réduire l'impact des produits chimiques et de faire la promotion de nos produits naturels. Un peu plus loin, à Abomey-Calavi, Mohamed, un jeune entrepreneur dans le domaine de l'agroalimentaire, tient au Made in Benin. Déjà, en un premier temps, valoriser notre patrimoine agricole. Et je ne pense pas que quelqu'un d'autre viendra le faire à notre place. C'est nous qui connaissons nos produits, notre patrimoine, et nous savons comment les faire connaître à travers l'Afrique et le monde. Pendant longtemps, on nous a convaincus de la médiocrité de nos produits à nous et de l'excellence des produits des autres. Donc, dans le concept ordinaire, général, c'est resté comme tel. Mais les mentalités changent, les choses évoluent. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont sensibles au Made in Benin. Le Made in Benin, c'est aussi la promotion des tissus locaux, comme le pain tissé. Émilie Thibouté-Sama en fait son affaire depuis plusieurs années. Nos garde-robes, en général, près de 90% de nos tenues sont importées. Alors que nous avons, n'est-ce pas, la matière première, nous avons le savoir-faire pour produire des tissus souples qui peuvent faire tout genre de modèles. On s'est attiré l'attention sur ce potentiel qui est énorme. En plus des avantages, Elvire, Mohamed et Émilie sont unanimes sur l'impact que pourrait avoir le consommant local sur l'économie nationale. Une entreprise est un acteur économique essentiel dans la création et la redistribution des richesses. Le pain tissé est issu du coton et nous savons que notre pays dans la sous-région est le premier pays producteur de coton. Et tous les économistes sont unanimes sur le fait que c'est la transformation de nos matières premières qui génère des devises, qui génère des ressources. D'abord, il y a de l'emploi qui est généré. C'est beaucoup d'impôts qui sont reversés dans les caisses de l'État. Ce que confirment des spécialistes du secteur. Avec la demande et les achats de ces produits et services qu'on crée localement, il y a la création d'emplois parce que ces compagnies ont besoin d'employer de la main-d'œuvre. Et quand on emploie la main-d'œuvre, ça fait une réduction du taux de chômage, ce qui donne une certaine disponibilité à ces ménages pour pouvoir assouvir à leurs différents besoins. Et plus la demande est élevée, on assiste aussi à l'expansion ou à la création de nouvelles compagnies parce que ces compagnies doivent désormais investir en recherche et développement, investir dans de nouvelles technologies et cela entraîne une certaine compétition sur le marché. Plus nous avons sur le marché des produits in Benin, en substitution bien sûr à ce qui est importé, donc vous comprenez par là que notre croissance a la chance d'être maîtrisée et ne va pas dépendre, n'est-ce pas, donc des aléas qui nous viennent, n'est-ce pas, donc de l'extérieur. Donc il y a un lien direct entre la croissance portée par les produits made in Benin et donc l'emploi, le revenu et tout le reste.
Toutefois, les pays peuvent développer des stratégies pour davantage stimuler leur économie à travers le consommation local. Il est important de sensibiliser la population parce que si la population ne sait pas pourquoi on doit consommer local, elle ne saura pas vraiment aider l'État à arriver à relever ce défi-là. Parce qu'en consommant localement, par exemple, on a la réduction du chômage, on a la possibilité d'avoir assez de revenus pour pouvoir créer ces infrastructures. On a l'avantage, on a la matière première. Donc, quand on a la matière première, il nous reste tout le dispositif incitatif. Et je crois que ça existe. Donc, il faut promouvoir ça pour que ceux qui désirent s'engager puissent savoir. Et ceux qui sont déjà là, il faut les soutenir. Un soutien que le gouvernement apporte déjà à travers l'Agence de promotion des investissements et des exportations qui offre un cadre propice au développement des entreprises. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a offert un dîner aux premiers du baccalauréat 2023 dans la soirée du lundi 9 octobre 2023. Au cours de cette rencontre, des partenaires du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont partagé les opportunités de formation supérieure avec les lauréats. Reportage signé ESAE TV. À ma fille, brillante et brillante, sous vos ovations s'il vous plaît. Le gouvernement béninois, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, promeut l'excellence au baccalauréat 2023. Cette année, vu la moisson abondante de mentions très bien, l'équipe de la ministre Éléonore Yahi Ladekan s'est appuyée sur des critères clés pour l'identification des meilleurs des bacheliers. Dans l'histoire du bac au Bénin, c'est la première fois qu'on a un nombre aussi grand en mentions très bien. Nous avons eu très exactement 371 mentions très bien, toutes filières confondues. On n'a pas eu fini de sélectionner parmi eux pour aller voir dans les autres mentions. Bien entendu, sous la houlette et tutelle de Madame la ministre, ce que nous avions fait intelligemment, c'est de retenir 3 critères fondamentaux, à savoir la performance académique, le genre et le handicap. Ces 3 critères fondamentaux ont été déclinés suivant les séries de formation, mais également les départements géographiques d'origine. Vous le constaterez sans doute à travers les 6 catégories que nous avions retenues pour pouvoir retenir à la fin près d'une centaine de lauréats que je vous prie encore d'applaudir, qui sont avec nous depuis ce matin. La catégorisation des lauréats se présente comme suit pour le compte de cette édition. Nous en avons fait notre référence et c'est ce qui a permis de vous retrouver ici aujourd'hui répartis en 6 catégories, à savoir les premiers de chaque département et les 5 premiers, les 3 premiers de chaque série, les 15 meilleures du Bénin, toutes séries confondues, les 10 meilleures filles du Bénin, les meilleures filles de la série C. Et enfin, nous avons étendu notre choix aux lauréats vivant avec un handicap. La remise de prix aux meilleurs bacheliers s'impose d'année en année comme un moyen de motivation et de culture du travail bien fait au niveau des apprenants. Moto, ordinateur, bourse d'études. Les récipiendaires ont reçu divers lots grâce au concours de plusieurs partenaires. Celtis, Groupe Empire, Ben Afrique, Epitech Bénin, Campus France Bénin, Fondation Vallée, Auto-école Shalom Shalom, NCA Assurance, MTN. Sans ces partenaires, peut-être que nous n'aurions pas eu un grand impact dans le nombre des bénéficiaires. La nouveauté, l'innovation de cette édition, c'est que nous avons connu la mutualisation des efforts. En effet, nous avons l'habitude de célébrer ces éditions et en frappant les portes et en allant jusqu'à la Fondation Vallée, nous avons trouvé l'ONG Bénin Excellence. Un parterre de personnalités constitué d'autorités politico-administratives dont la ministre du Numérique et de la Digitalisation ont rehaussé de leur présence cette cérémonie de récompense. Je m'en voudrais de ne pas commencer en vous félicitant, en vous disant bravo pour vos résultats qui vous ont permis aujourd'hui d'être parmi les personnes, les quelques personnes, vous imaginez, à l'échelle de notre pays,
que le gouvernement béninois, avec l'accompagnement de ses partenaires, a voulu célébrer cet après-midi. Tout à l'heure, lorsque nous étions dans la petite salle à côté, je racontais à Madada à quel point ce qui se passe aujourd'hui est bien, à quel point je partage et je suis alignée avec ce qui va être exprimé ce soir et à quel point je pense, pour l'avoir vécu moi-même, que ces instants-là vont être gravés dans vos mémoires pour toute votre vie. Loin d'être une fin en soi, la distinction des meilleurs bacheliers constitue une invite aux lauréats à poursuivre dans le même élan leur cursus universitaire. Ils s'y engagent. Je suis vraiment heureux, je suis content avec tous les prix, tous les cadeaux que j'ai pu recevoir. Je dis vraiment merci à Madame le ministre de l'Enseignement. Et comme elle a demandé, en tout cas, je m'engage au nom aussi de tous les lauréats à pouvoir poursuivre avec les prouesses qu'on a pu faire au baccalauréat. Merci pour toute l'assistance que vous nous offrez, vous ainsi que vos partenaires, et que Dieu vous bénisse et qu'il permette aussi que nous puissions vous rendre fiers. Avant la cérémonie de remise des prix, les récipiendaires ont effectué une visite guidée de la zone industrielle de Golo-Djigbe et quelques monuments érigés à Cotonou. Cette édition se poursuit suite à l'incendie d'un entrepôt d'essence de contrebande survenu à Sémékraké. Le samedi 23 septembre dernier, le gouvernement béninois a proposé quelques approches de solutions pouvant permettre de faire face aux dangers liés à la commercialisation de l'essence paillot dans l'installation de plusieurs mini-stations dans les villes du Bénin. Une décision que salue Ernest Gbagidi, président de l'ONG Bénin Santé et Survie du consommateur. Suivez plutôt. On peut dire désormais que cette station-là peut générer déjà 5000 emplois et peut-être pas fois 2, puisque une personne ne peut pas peut-être faire 24 heures sur 24. Donc, il y aura une alternance entre les gestionnaires de ces mini-stations, on aura peut-être deux individus, donc on sera autour de 1000 emplois. Ce n'est pas négligeable. Et je disais tantôt que ça permettra à l'État de ne pas supprimer totalement le secteur qui entretient assez de ménages, mais aussi la question d'incendie qui vient écraser vraiment tout ce que les gens ont engrangé en termes de bénéfices. Parce que si nous nous référons à ce dépôt-là qui a pris feu, vous convenez avec moi que le stock de carburant est parti, ces pertes en visuel ne peuvent pas être quantifiées. Donc, si le secteur doit continuer de rester un secteur aussi viable qui pourrait accompagner l'économie, je crois que c'est la meilleure formule pour le moment et l'État pourra continuer la réflexion afin que cela soit profitable à tous. Tolérer le remplissage des tanks de ces mini-stations avec de l'essence de contrebande, en principe, ce n'est pas normal dans un État qui a donné l'agrément à d'autres structures qui sont formellement installées. Alors, quel serait le mécanisme de régulation qui pourrait aider à cela? Ne perdons pas de vue que l'essence de contrebande vient d'un autre pays. Est-ce que ce pays-là va regarder d'un bon œil la formalisation de ce circuit informel-là dans notre pays? Et ça pourrait poser un autre débat que nos dirigeants auront à régler. Toujours est-il que si l'État autorise la commercialisation de l'essence de contrebande de cette façon, une formalisation entre griffes qui ne répond pas aux normes classiques, je crois qu'un débat serait fait entre les autres acteurs et ceux de l'informel. L'État ayant pris la décision saura arbitrer les consommateurs. Le plus important est qu'ils puissent avoir accès aux produits et dans la sécurité pour maîtriser les risques d'incendie qu'on a connus depuis plusieurs années. Toujours dans le même registre, comment la population béninoise accueille ces nouvelles dispositions prises par le gouvernement pour contrer la vente de l'essence paillot au Bénin. Élément de réponse dans cet élément réalisé par ESAE TV. J'encourage ça, ces mini-stations-là, j'encourage ça. Mais que ça n'amène pas de problème dans le pays. Ce n'est pas de positionner les mini-stations au bord des voies, c'est de réduire le prix de l'essence, le prix du carburant. Qu'est-ce qui les amène à hausser le prix? On achetait ça à 650 avec difficulté, maintenant ils ont amené ça à 680. J'applaudis. C'est une très bonne chose que
l'État réfléchit très bien et réunir les moyens pour pouvoir approvisionner tous ces stations, mini-stations. Mais nous parce que c'est une fois passé nous avons bledo toi ou ta yes gan bay xam coton bon ça sur mon coton mon toi mais pour nous et aider mettre ville et dans ta ça va résoudre en partie les problèmes de station, mais ça serait très insuffisant et le payeur sera toujours là et malgré ça, même si on amène encore 3000, parce que c'est 5000 qui est prévu. Ils vont installer 2000. Les 3000 restants, même si on vient. Parce que bon, tout le monde ne veut pas aller faire. Parce que la queue là, c'est ça la queue qui fatigue les gens. Le gouvernement a reçu récemment, d'après mes informations, les responsables vendaient d'essence. Je voulais dire, est-ce que c'est des gens qui sont déjà prêts à ce qu'il y ait des mini-stations venant d'eux? Si c'est des gens qui ont accepté la doléance du chef de l'État ou bien du gouvernement actuel, je dirais bravo. Que cela soit étendre dans tous les villages. Parce que moi j'ai quitté mon village pour venir ce matin, il n'y a pas de station. J'ai fait au moins 3 km avant de trouver 1 litre d'essence. Vous voyez non? Heureusement que j'avais un peu dans ma moto. Sinon, je vais trimballer la moto pendant 3 km avant de venir. Ce qui veut dire que je viendrai en retard en ville. Donc, si le gouvernement peut aussi amener ces mini-stations-là dans des villages, dans des zones reculées, dans des endroits un peu éloignés là, ça va marcher correctement. Je suis Zim. J'ai pris un client. Arrivé dans les accablures de l'aéroport, j'ai eu une panne sèche. Une station. J'ai circulé dans 3 stations dans l'aéroport. Aucune. Le DL n'est approvisionné. Il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas d'essence. Est-ce que c'est la même chose que nous allons vivre lorsqu'il y aura les mini-stations qu'on est en train de nous créer? Il faut tenir compte de ces paramètres-là. Hein? Des gens qui sont dans le métier. Comment ils arrivent à faire ça? Il faut, en tout cas, je sais que le gouvernement ne fait rien au hasard. Il doit prendre des mesures pour pouvoir installer les choses pour le bien-être même de la population. Parlons à présent des réformes dans le secteur des médias, une dynamique impulsée annoncée par le chef de l'État le 12 janvier dernier à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux. 9 mois après, les lignes bougent-elles en faveur des acteurs de la presse béninoise? Éclairage dans cet élément réalisé par la télévision nationale. Une presse professionnelle et responsable, avec des acteurs plus épanouis. C'est un vœu cher au chef de l'État, Patrice Talon. Je voudrais assigner une mission particulière à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, celle d'engager des consultations sérieuses avec les acteurs de la presse nationale afin de proposer au gouvernement, assez vite, les axes d'une réforme ambitieuse et pertinente du secteur. Personne n'ignore, en réalité, que le secteur des médias au Bénin mérite une thérapie d'envergure pour favoriser l'avènement de véritables entreprises de presse dans lesquelles les professionnels bénéficient de conditions de vie décentes pour cesser d'être exposés aux vices, à la précarité et à l'incertitude du lendemain. Le ton est ainsi donné et la balle désormais dans le camp de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Conformément au souhait présidentiel, des démarches sont menées par l'institution pour des concertations avec les acteurs de la presse béninoise et des collectes de propositions. Ce qui a conduit à la rédaction d'un projet de rapport des réformes dans le secteur des médias au Bénin. Un document très récemment soumis à validation. Dans la réforme, on a essayé de proposer quel type de formation et d'éléments qui peuvent concourir à un professionnalisme de haut niveau national et international. Quelle est la presse qui accompagne les acquis démocratiques, l'histoire de notre pays? Deuxième point sur lequel on a beaucoup insisté dans ce domaine, c'est le bien-être des acteurs de la presse. Hein?
quel pouce on peut donner pour que l'acteur de la presse, du média, vive vraiment de son travail par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et bien évidemment, on ne peut pas parler de ça, et c'est le troisième point, sans voir quel type d'entreprise on peut avoir. Donc pour cela, on s'est vu ici pour valider le contenu, et on souhaiterait quand même que d'ici 2 mois, 3 mois, qu'il y ait des aspects qui commencent par sortir et fleurir pour qu'on puisse sentir que ces réformes-là vont y arriver. Des réformes qui vont contribuer à l'enracinement de la démocratie béninoise. Les professionnels des médias rêvent d'une aube nouvelle. D'ici peu, que lorsque le professionnel des médias, n'importe où il se trouve sur le territoire national, lorsqu'il est détenteur de sa carte de presse, il soit en sécurité. La sécurité de sa personne et de son matériel. C'est très important. De sa personne et de son matériel. Et d'autres avantages liés par exemple à la connexion Internet, la téléphonie, tout ça. On réfléchit sur la précarité des hommes des médias, puisqu'il n'y a pas de régie publicitaire, les médias vivent à la petite semelle, et donc la gestion de l'aide de l'État à la presse, et que toutes ces dimensions soient revues. J'ai la foi que après le dépôt du rapport, que nous aurons plus l'oreille des autorités publiques. Quand un professionnel des médias est malade, par exemple, qu'il pourra bénéficier de l'assurance maladie, et peut-être dans les grandes surfaces qu'on aura besoin, on aura des réductions. Au confluent des propositions à remonter par la HAC et des vœux de chaque acteur concerné, l'exécutif saura adopter les réformes idoines pour l'avènement d'une presse béninoise plus digne. L'état actuel du pont de Djonou, situé à Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi, réalisé il y a un peu plus d'une dizaine d'années, inquiète les usagers de la route. Un triste constat que dénonce la population dans ce reportage que nous propose la rédaction de Eden TV. Situé à Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi, le pont de Djonou présente des signes de dégradation. Des fissures et crevasses s'observent sur le bitume. À cela s'ajoute l'état trop exigu de l'infrastructure. Tout ceci inquiète les usagers. Il y a des fissures sur le pont, ce n'est pas bon. Lorsque vous êtes à moto, à ce niveau précis, lorsque vous arrivez à ce niveau, ça vibre, le guidon vibre en fait. Donc je pense que ça gêne en réalité celui qui conduit juste à ce niveau. Et puis, je pense que le gouvernement va devoir faire quelque chose pour faciliter la circulation à ce niveau. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut vite que le gouvernement ou les autorités de la région pensent à faire quelque chose. À part qu'il conseille la vigilance en circulation à ce niveau, il demande un geste rapide des autorités en charge des transports pour la réhabilitation du pont. Ils n'ont qu'à faire beaucoup attention. Ici c'est le Bénin, ils n'ont qu'à faire beaucoup attention par rapport aux états de la route. Ils n'ont qu'à rouler doucement parce qu'on dit qui va lentement va sûrement. Aux usagers, je dirais que il faut qu'il y ait la vigilance. Oui, il faut qu'il y ait la vigilance. Et puis aux autorités, j'exhorte aux autorités de réagir aussi un peu plus vite. Puisque l'État est comme ça maintenant il y a un peu longtemps. Comme on le dit, on ne sait jamais, donc le mal peut arriver à tout moment. Vivement qu'une solution soit trouvée dans les tout prochains jours, car l'état actuel de la voie constitue un grand risque pour les motocyclistes, les véhicules et surtout les gros porteurs qui transportent des marchandises du port de Cotonou vers les pays de l'Hinterland. Parlons toujours infrastructure. À Godomé, impossible aujourd'hui de circuler dans certaines rues. De l'avant passant par Jean Plia à l'avant Paul Dozo, les voies sont dégradées et cela n'est pas sans conséquence sur la vie économique et sur celle des usagers. Reportage à Eden TV. Entre pièges à hommes et dénuellement, les usagers des voies de Godomé sont soumis à un véritable parcours de combattants. Notre voie là, vraiment, c'est pénible. C'est trop difficile à traverser. Et voilà que c'est une déviation. Voilà, notre déviation n'est pas praticable, du tout pas. Parce qu'il y a l'eau qui dérange et il y a encore les caillasses qui nous dérangent beaucoup. Et passer là, c'est difficilement.
Si la pluie tombe aussi là, l'eau là c'est trop. On va parler là, on va passer là, c'est difficile. Là-bas c'est gâté, hein, c'est trop gâté. Et qu'on passe avec la moto pour passer par ici là. La moto là, là-bas là c'est pas bon. Des grognes se font pourtant entendre et les autorités à tout moment passent par ici et elles voient tout ceci, mais elles ne réagissent pas. Les usagers ne comptent pas baisser la garde, ils proposent ceci. Au CQ, au CA, au maire, bon, de plaider notre cas. Il va venir regarder la voie, il va dire les gens qui attendent de travailler sur la voie, bon, mais les sables. On demande au CA pour regarder la voie qui passe par ici là. Sinon, la voie qui est là-bas, le goudron là, on bloque là-bas tout le temps. On n'a pas la voie pour passer par là-bas. À cause de ça, on passe par ici. Faites le camion de sable, on va aller voir là-bas pour passer. Sinon, là-bas, là, c'est pas bon. En tout état de cause, il urge que ces rues soient remises en état afin de permettre à la population de vaquer librement à ses occupations. La Société de gestion des déchets de la salubrité SGDS étend ses services à d'autres communes du Bénin. Après celle du Grand Nokoué, Parakou accueille depuis ce mardi une représentation de la société qui aura pour tâche la gestion moderne des déchets et de la salubrité dans la commune de Parakou. La cérémonie qui a consacré le lancement officiel des travaux s'est déroulée ce mardi 10 octobre 2023 à la place Hubert Koutoukou Maga. Reportage signé Canal 3 Bénin. Ce coup de balai lance officiellement les travaux de la Société de gestion des déchets et de salubrité SGDS dans la commune de Parakou. Après Cotonou, Porte-Novo, Semekpodi, Abomey, Calavier et Ouida, Parakou entre ainsi dans le cercle fermé des communes bénéficiaires de cet ambitieux projet du gouvernement qui vise à moderniser la gestion des déchets solides et ménagers et renforcer la salubrité dans ces zones d'intervention. La SGDS est la concrétisation d'un rêve du chef de l'État, le président Talon, qui, en un mot, revient à rendre notre environnement sain et durable. Et la SGDS s'est inscrite dans cette stratégie et c'est la raison pour laquelle, suite aux instructions du conseil d'administration de la SGDS, toutes les diligences ont été accomplies et les actions ont été engagées avec le concours de M. le maire et de ce conseil municipal afin que ce jour arrive pour qu'on démarre par la première approche qui est l'approche salubrité. C'est un ouf de soulagement parce que le jour où j'apprenais que la SGDS doit intervenir à Parakou sur instruction du chef de l'État, c'était comme un rêve. La première personne à remercier, c'est le chef de l'État. Autour de ses collaborateurs et devant l'ensemble des agents impliqués dans la réussite de ce projet, le maire de la commune de Parakou, Inoussa Zimé Chabi, a tenu à mettre les agents de la SGDS, recrutés, formés à cet effet, face à leurs responsabilités. Celle d'accomplir avec objectivité leur mission d'assainir la ville de Parakou. Soyez prudents, parce que c'est sur les rues que vous allez travailler. Vous allez travailler pendant que les gens sont en train de circuler. Vous avez été formés dans le domaine du code de la route. Vous avez été formés dans le domaine de la sécurité. Vous avez été formés dans le domaine de la prise en charge. Appliquez ce qui vous a été enseigné. Travaillez et le Seigneur va vous accompagner jusqu'à la retraite sans que quelqu'un d'entre vous n'ait de gratitude. La Société de gestion des déchets de la salubrité a déjà fait ses preuves dans plusieurs communes du Bénin. Bientôt, celle de Parakou aura aussi cette belle image que présentent les communes d'intervention de la SGDS grâce aux agents déjà prêts à accomplir leurs tâches. Dans le domaine de la culture, le théâtre béninois, métier pour certains, passe-temps pour d'autres, est partagé entre une course effrénée vers le professionnalisme et au manque de formation. État des lieux du théâtre au Bénin au regard de sa place dans le développement d'un pays, c'est le dossier que nous propose la télévision nationale. Suivons ensemble.
C'est un spectacle, un genre oral, une performance éphémère composée d'exercices vocaux et de gestuels d'un comédien devant des spectateurs. Ici, sur cette scène, on fait du théâtre. Quand on parle théâtre, on va faire référence à 3 notions. La première notion, c'est l'art de la représentation d'un drame. La deuxième notion, c'est le genre littéraire. Et la troisième notion, c'est le lieu qui accueille le spectacle de théâtre. Dans ce lieu, on se divertit tout en s'instruisant. L'acteur ou le comédien, dans un jeu de rôle, envoie les spectateurs dans un monde de fiction où il transmet le savoir et une forme d'éducation pour l'épanouissement de l'individu. Le théâtre, c'est la vie. C'est la représentation de la vie autrement, telle que l'artiste veut la voir, telle que l'artiste la conçoit. Métier pour certains, passe-temps pour d'autres, la pratique du 4e art au Bénin est aujourd'hui partagée entre une sorte de léthargie et une quête de professionnalisme. Pour les professionnels qui pratiquent le théâtre au quotidien, on peut dire que le théâtre souffre un peu du fait qu'il y a très peu de créateurs aujourd'hui. Nous-mêmes qui faisons l'effort d'enseigner, qui faisons l'effort de créer les éléments qui vont faciliter la diffusion de ces œuvres que nous créons, c'est assez difficile. Donc les espaces qui accueillent cela peinent à exister, les espaces peinent à vivre, les espaces peinent à programmer des spectacles. Des difficultés qui entravent l'évolution du secteur qui pourtant renferme des talents et des valeurs. Aujourd'hui, des passionnés pour le théâtre, ça ne manque pas. Il s'agit maintenant de les encadrer. Quand je parle de moyens, de leur donner des moyens, ce n'est pas l'argent, mais le moyen qu'il faut, c'est la formation. Mais quand on dit formation, c'est qu'il y a un marché qui vous attend. Mais nous, ici, il n'y a pas, la chaîne n'existe pas. Vous imaginez, les créateurs, les diffuseurs, les salles et autres là, et le public qui doit consommer et payer pour que ce ne soit pas gratuit, parce que sans c'est gratuit, c'est voué à la mort. Faire du théâtre est un excellent moyen pour former à un esprit plus citoyen, une très bonne approche pour inculquer des valeurs morales au public. Si nous allons dans les écoles former les jeunes, leurs parents seront informés. Quand les jeunes auront des productions, on va inviter les parents. Ils vont comprendre que mon enfant, quand il fait du théâtre, quand il arrive à la maison, son comportement change. Avant, il était timide, mais aujourd'hui, quand il veut parler, il n'a pas peur de parler. Il va acquérir cette compétence-là par le biais du théâtre. La voix, la diction, la posture, tous ces éléments qui construisent la personnalité psychosociale même de l'enfant. Tout ça, quand le parent voit le changement à son enfant, il sera impacté. Qu'est-ce que nous répandons? Qui sont ces personnalités comme Aloubindine, qui ont une école, à qui nous pouvons affecter par an ou chaque 3 ans 100 millions en demandant à l'État d'envoyer des stagiaires? C'est le mécanisme. Comme ça, depuis que je suis petite. Si de nombreux artistes et professionnels du théâtre s'interrogent sur l'évolution du secteur, le théâtre béninois prend peu à peu ses marques avec le projet des classes culturelles engagées par le gouvernement. De quoi produire des talents pour l'essor de cet art au Bénin. Vous ne nous mêlerions jamais de vos affaires. Et puis on parle sport à présent. La Confédération africaine de football, CAF, a procédé le jeudi 12 octobre dernier au nouveau parc des expositions d'Abidjan au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 qui va se jouer du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Au total, 24 pays sont qualifiés pour cette compétition et sont répartis en 6 groupes de 4. La rédaction de ESAE Télévision s'est rapprochée de Romuald Visso, correspondant d'Associated Press au Bénin, et Amadou Issa, chef service sport à Atlantique FM. Ensemble, ils ont fait une lecture générale des poules constituées dans un entretien accordé à ESAE TV. Suivez plutôt. On a eu des groupes assez équilibrés. On a eu des groupes également où on sent que ça va jouer réellement. Il y aura une véritable production du jeu, il y aura une véritable rivalité. Et ce n'est que ça qu'on demande justement dans une compétition majeure telle que la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que l'Afrique, le monde entier, va vivre l'une des meilleures Coupes d'Afrique des Nations au regard, bien sûr, des candidats que nous avons bien sûr sur le tapis, que nous avons dans les différents groupes. Et je pense qu'il faut souhaiter tout simplement assister à cette Coupe d'Afrique des Nations-là, que ce soit à travers le petit écran,
que ce soit à travers les différentes pelouses ivoiriennes. On a 6 groupes qui sont équilibrés, pas un seul. Le groupe C qui semble être plus coriace avec la présence du Sénégal, du Cameroun, la Guinée, de la Gambie, rien que des équipes de gros calibre. Il serait prétentieux véritablement de vouloir dire ces nations-là qui pourront s'en sortir. N'empêche, eh bien, quand nous allons certainement statuer un peu sur la valeur de ces sélections actuellement, collectivement, eh bien, comme de manière intrinsèque, individuellement, donc il y a des nations qui ont toutes les chances pour capable de se retrouver d'abord dans le carré d'as. Je m'en vais citer l'Égypte, le Sénégal, je voudrais noter également le Maroc, et je note également le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire va jouer devant son public, ce qui est un atout assez important. La Côte d'Ivoire aura la faveur de la ferveur du public, donc aura également la faveur quand même du vent, comprenez-moi, voilà, le vent va souffler du côté de la Côte d'Ivoire, donc j'attends la Côte d'Ivoire dans le carré d'as de cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, si vous me dites d'aller plus loin, là, ça sera véritablement de la loterie. Le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Algérie, ce sont les gros favoris de cette prochaine CAN-là. On verra le Ghana qui est en reconstruction, on pourra parler du Burkina Faso, et pourquoi pas du Mali, de la Guinée. Dans ces compétitions, on aura toujours des équipes qui vont jouer au tour fait, jusqu'à la dernière seconde. Il faut compter avec la Gambie, le Cap-Vert. Ils sont que des outsiders, mais eux, ils n'ont rien à défendre, ils n'ont rien à jouer. Ils sont là pour le plaisir du football. Ils veulent faire plaisir à leur public, ils veulent faire plaisir au public africain, au public du monde entier qui adore les belles parties de football, le beau spectacle du sport roi. Donc il faut compter avec ces équipes qui n'ont l'air de rien, qui se sont battues pour venir. Même la Mauritanie pourrait nous surprendre puisqu'on a vu dans quelles conditions elle s'est qualifiée. Donc tout peut arriver à tout moment. Même le Mozambique qui a éliminé le Bénin, qui l'a empêché d'aller à la CAN, peut toujours surprendre. Mais le statut des favoris est incontestablement dédié à certaines grandes nations de football. C'est vrai, je l'ai dit tantôt, le Burkina Faso a été demi-finaliste ces 4 dernières éditions. Je m'attends un peu à ce que le Burkina Faso puisse lever un peu son niveau et surprendre, pourquoi pas, certaines nations et se retrouver en finale, comme en 2013, du côté de la Côte d'Ivoire, du côté de l'Afrique du Sud plutôt. Le Burkina Faso était en finale en 2013 du côté de l'Afrique du Sud. Pourquoi pas donc à cette équipe du Burkina Faso de jouer les pronostics. Je pourrais également miser sur une équipe, on va dire, un peu comme celle, on va dire, de la Namibie, voilà, que j'ai vu jouer face au Cameroun, qui m'a beaucoup impressionné. Pourquoi pas la Namibie, déjouer aussi les pronostics, surprendre un peu ces nations-là qui pensent que, bon, voilà, en ce pays-là, on ne joue pas trop au football, on n'a pas des bons joueurs. Et c'est ça qui fera certainement le charme, et bien sûr, de la Coupe d'Afrique. Restons toujours avec Romuald Visso et Amadou Issa qui analysent cette fois-ci les groupes du pays hôte de la Côte d'Ivoire et du champion en titre, le Sénégal. La Côte d'Ivoire va jouer le Nigeria, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau. Pour le moment, la Côte d'Ivoire part avec, je dirais, un avantage de 70% ou bien 50%. Le Nigeria reste toujours le Nigeria. Quoique ça déçoit, ça m'a déçu personnellement la dernière fois au Cameroun. Je ne m'attendais pas à une élimination en huitième de finale de ce Nigeria-là, alors qu'ils ont le capot canonnier en leur sein. Donc j'attends de voir une équipe du Nigeria qui sera tout feu tout flamme. La Côte d'Ivoire à domicile va flamber, avec son public, avec tout ce qu'on connaît tout autour, les garnitures qu'il y a pour le foot ivoirien, ça va flamber. Donc la Côte d'Ivoire peut déjà se mettre en tête que c'est le second tour qui est plus important, parce qu'il faudra écraser la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, qui n'est pas une petite grande équipe de football. Donc c'est jouable pour les Ivoiriens, ils ont leur CAN à domicile, peut-être que ce sera la troisième fois qu'ils vont soulever le trophée, si c'est possible. On attend franchement cette équipe du Nigeria
eh bien, qui pour moi ne doit pas focaliser les regards dans ce groupe-là. J'attends beaucoup de la Côte d'Ivoire, c'est le pays organisateur, c'est le pays hôte. Est-ce que la Côte d'Ivoire pourra véritablement être, on va dire, à la hauteur des pays qui organisent la compétition? Parce que lorsqu'on est pays organisateur, on a plusieurs pressions. On a bien sûr plusieurs pressions qui viennent du public, des autorités, de la fédération. Donc ce n'est pas facile. Et lorsqu'on prend un peu le visage de la Côte d'Ivoire lors des matchs amicaux récemment, la Côte d'Ivoire n'a pas affiché de trop bons visages qui puissent rassurer les uns les autres. C'est une équipe, on va dire, en reconstruction. On n'a pas encore cette équipe, on va dire, des éléphants qui puissent véritablement titiller. J'ai un peu peur pour cette équipe de la Côte d'Ivoire. Mais qui sait, quand la compétition va commencer, peut-être qu'on verra un autre visage des éléphants de la Côte d'Ivoire. Les Gambiens, surprise en Cameroun il y a 2 ans, ils étaient en quart de finale. La Guinée, c'est un habitué du second tour. Le Cameroun, le Sénégal. Le Sénégal a fini champion d'Afrique. Le Cameroun, à domicile, Vaille a fini 3e. Donc, c'est le groupe le plus de la mort, comme on a l'habitude de le dire, le groupe le plus dur, mais c'est jouable. Parce que les formes d'aujourd'hui ne sont pas les formes d'il y a 2 ans. Et la Guinée, je sais qu'elle a beaucoup de soucis. Le Cameroun qui déçoit souvent. Le Sénégal non plus n'est plus le Sénégal qu'on a connu il y a 2 ans, avec Sadio Mané qui est en baisse de forme. Donc, ce n'est pas véritablement un foot de guerre encore, qui peut encore inquiéter outre mesure. Donc, c'est jouable. C'est un groupe dans lequel tout est ouvert. C'est 50-50 pour chaque équipe a sa chance pour se retrouver au second tour, même si les favoris, pour le moment, sont le Sénégal et le Cameroun. C'est un groupe assez corsé, ça il faut le dire, parce que là vous avez quand même le Cameroun, champion d'Afrique en 2017. Vous avez également le récent champion, voilà, le Sénégal. Et vous avez ensuite la Guinée et la Gambie. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on met un peu le Cameroun de côté et on compose un peu avec le Sénégal, la Guinée et la Gambie. C'est pratiquement des derbys. Ces 2 pays-là ont frontière avec le Sénégal. Et vous savez, les derbys sont les matchs les plus difficiles. Parce que quand vous prenez un peu aujourd'hui la Guinée, eh bien, c'est des gens qui maîtrisent bien voilà, l'environnement footballistique sénégalais. Vous prenez également la Gambie, eh bien, on maîtrise également l'environnement footballistique sénégalais. Et c'est là que le Sénégal aura plus de problèmes à s'imposer dans ce groupe-là. Contre le Cameroun, autrement dit Sénégal-Cameroun, ça sera pratiquement une finale avant la lettre. Mais avant cette finale avant la lettre, il n'y a que le Sénégal aura des difficultés à régler les équations contre la Guinée et également contre la Gambie. C'est tout ça là qui fait dire au fait à nous les observateurs et analystes que c'est un groupe de la mort, non pas forcément à cause, on va dire, des statuts des différentes équipes, mais beaucoup plus à cause de la proximité du champion d'Afrique avec certaines nations, je me répète encore, la Guinée et la Gambie. C'est dire tout simplement que, je l'ai dit à l'entame de cet entretien, qu'on a tous les ingrédients pour faire certainement de cette CAN-là une belle CAN avec des rencontres qui vont certainement durer jusqu'à la dernière seconde où le suspense sera de mise. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour le même plaisir.